Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'actualité DevOps. On va parcourir un petit peu les différents liens que j'ai trouvé intéressants au cours de cette semaine, des dernières semaines. Je les ai pas tous regardés, comme je vous le dis à chaque fois. Il y en a que j'ai survolé, il y en a que j'ai mis de côté, que je regarderai un petit peu plus tard, il y en a que j'ai regardé plus en détail aussi. L'idée, voilà, dites-moi si ça vous intéresse toujours. Mettez-le en commentaire, ça semble vous intéresser. Je ne sais plus, à chaque fois, il y a à peu près 600 vues assez rapidement. Que dire d'autre? Merci à tous ceux qui viennent apporter leur contribution à la chaîne en cliquant sur rejoindre. Donc à modulo 99 centimes, vous apportez votre contribution, votre aide. Donc moi ça me permet de m'acheter pas mal de livres pour la chaîne. Donc ça c'est assez cool. Merci aussi à tous ceux qui sont abonnés. Donc je vous rappelle, le degré c'est abonné et ensuite c'est membre. Vous êtes nombreux à me poser la question de pourquoi certaines vidéos sont grisées. Tout simplement parce que je ne veux pas diffuser plus d'une vidéo par jour, parce que je ne veux pas spammer plus que ça. Et les vidéos grisées ne sont pas encore publiques. Par contre, elles sont accessibles pour les membres. Donc ça, c'est un peu le privilège des membres. Si vous voulez faire partie du club VIP, il vous suffit de cliquer sur rejoindre. Alors je sais que certains pays apparemment ne peuvent pas le faire. Voilà, YouTube est pas dans la version définitive. Et donc du coup, voilà. Mais en tout cas, voilà, cliquez sur rejoindre, ça vous permettra d'accéder. Je crois qu'il y a 70 vidéos qui ne sont pas encore publiques, notamment tout ce qui est sur ELK, Prometheus, Grafana. Donc à vous de faire votre choix. Sinon, quoi qu'il arrive, abonnez-vous et faites partie des bientôt 11 200 abonnés, donc ça avance assez vite. La vidéo du moment qui cartonne, c'est celle-ci, la vidéo RH. On retrouve Shirley et Johan avec plus de 1600 vues donc maintenant ça doit faire 48 heures ou un petit peu plus. Ça a buzzé fort, vous avez mis des pouces bleus à gogo, donc comme vous en redemandez, on vous en redonnera, ne vous inquiétez pas. Eux sont prêts en plus à vous en apporter, donc vous inquiétez pas, ça marche plutôt bien. Alors on va en venir à notre sujet, donc mettez des pouces bleus surtout, c'est des choses, quoi, mettez des pouces bleus, commentez, et voilà. Ne manquez pas aussi le prochain live pendant que j'y pense. Donc si lors du live précédent, vous avez été indiqué mug dans les commentaires, vous pouvez encore le faire. Si vous ne l'avez pas fait, on fera un tirage au sort lors du prochain live pour gagner la mug Zabix que Steve nous propose de gagner. Et puis, dans le prochain live, on fera la même chose, mais avec quelque chose qui tournera autour d'ENI. Je tiens à remercier Jérôme et les éditions ENI. Vous verrez, ça sera assez sympa, je pense, pour le prochain live. Donc, on en revient à nos liens, tout simplement. Alors, j'ai décidé, je l'ai déjà fait lors de la vidéo précédente ou celle qui était encore avant. On ne parle pas que de DevOps, pas que de tech. Premier lien, c'est un lien concernant. Alors, hop, pourquoi il sort pas celui-là? Ok. Mhm. Le voici. Donc, si j'ai regardé Google, c'est parce que j'ai des problèmes de Wi-Fi avec l'heure actuelle. Merci Soch. Donc, premier lien qui n'a rien à voir avec le sujet, c'est SpaceX tout simplement quoi, on va dire l'échange de bons procédés entre Tesla et SpaceX, donc normal, hein, des boîtes de Elon Musk qui annoncerait son Roadster, donc un renouveau de son Roadster avec un 0 à 100 en moins de 1 seconde, un truc de folie. C'est assez intéressant de voir un petit peu les choses. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout Donc, je crois que c'est Coq qui avait fait une vidéo en disant en quoi Elon Musk serait un très bon DevOps ou une approche DevOps. Effectivement, quoi, quand on voit ce genre de choses-là, alors je pense que c'est pas Elon Musk qui a pensé lui-même, mais je pense qu'il y a derrière, il y a beaucoup de gens qui sont très très proactifs et à la recherche de choses en croisant des domaines où on peut se dire bon, il y a un peu de croisement à faire, mais pas forcément tant que ça. Donc voilà. Alors, mis à part ça, deuxième lien. Ce deuxième lien, c'est Presse Citron. Donc, coucou Eric Dupin si tu nous vois, mais je pense que tu connais même pas l'existence de ma chaîne, mais tant pis. Donc, cet article, tout simplement, pour revenir sur quelque chose d'assez assez étonnant, quoi, quand même. Alors bon, il y a beaucoup de com autour de tout ça. Donc avec le mouvement Black Lives Matter,
GitHub annonce quelques changements sur sa plateforme. Et en fait, qu'est-ce qu'annoncerait GitHub? C'est la suppression des termes slave ou esclave suite au mouvement, on va dire, Black Lives Matter. Je trouve ça quand même bon. Autant que le mouvement, je suis à 200% pour, autant se dire on va changer des choses, master slave, changer master slave, ces choses-là, franchement, ce matin, j'ai liké un article sur LinkedIn qui était vraiment très très bien, qui revient sur des propos de Morgan Freeman, qui disait qu'en gros, si vous voulez lutter contre le racisme, la meilleure façon, c'est de pas en parler, de pas mettre ça de monter ça en des proportions pas possibles. Et ça, pour moi, là, c'est typiquement des choses qui sont dans des proportions plus l'ordre du genre je veux faire mon buzz avec le mouvement et en profiter plutôt que de contribuer à la chose. Donc je trouve ça un petit peu très très dommage. Donc voilà, ça c'est que mon avis. Alors, troisième article, et un article cette fois-ci on rentre dans le vif du sujet un peu plus, Raspberry Pi avec une solution open source pour tout ce qui est healthcare, donc santé, donc le management, une app de management pour la santé qui tournerait sur Raspberry. Je trouve ça assez sympa, à destination, alors je crois que c'est de ce que j'ai survolé, des hôpitaux, ce genre de choses, pour la collecte de métriques, ou de données relatives à la santé. Je trouve ça très cool quand on sait qu'à côté, il y a quelques semaines, on parlait des données de santé hébergées dans le cloud, notamment le cloud Azure. Voilà, je trouve ça vraiment super cool. Donc à regarder plus en détail. Bon, il y a l'article en dit pas beaucoup plus. J'étais un peu déçu. Je voulais savoir un petit peu plus sur la granularité, c'est-à-dire plutôt quel type exactement était stocké. Bon, j'ai pas creusé plus que l'article. Donc voilà. Autre article très intéressant, AWS qui a encaissé une attaque des DOS en début d'année. Donc là, c'est plus un après-coup, un constat, un bilan après coup, une attaque record de 2,3 terabits par seconde. C'est juste démentiel comme truc. Et a priori, bon, c'est pas que ça les a pas fait sourciller, mais ça n'a pas tremblé plus que ça. Donc c'est juste énorme, quoi. Soit une augmentation, donc ils disent en gros par rapport à ce qu'ils connaissaient, de 283%. Donc juste énorme. Et principalement autour d'une exploitation alors de type des DOS, sur ces volumétries-là. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup autrement. Si vous avez des idées, dites-le moi, mais je pense pas. Là, sur du LDAP, alors plutôt du CLDAP, qui est un pendant du LDAP, en fait. Donc c'est assez intéressant, de savoir un petit peu ces principes-là. Et dans cet article-là, surtout, on nous dit à la fin que AWS, en gros, les premières failles qui sont exploitées, c'est plutôt des failles d'ordre au niveau des conteneurs, des tentatives d'intrusion au niveau du SSH aussi, des vulnérabilités au niveau des API, ce genre de choses-là qui sont plutôt recherchées, et puis de la consultation de bases de données, surtout de data de forte volumétrie. On l'avait vu, je sais pas si j'ai partagé, peut-être pas, je les ai peut-être pas partagé, mais des liens sur les failles au niveau d'Elasticsearch, souvent qui posent des problématiques. En France, je sais plus si c'est Le Figaro ou une autre société de presse qui a rencontré cette difficulté-là. Donc ça c'était le record des DOS. Ensuite GitHub, ça pourrait être quelque chose qu'on peut inventer. GitHub Action, Chaos Action, ça c'est super sympa. Donc GitHub Action, franchement j'aimerais bien passer un peu de temps dessus à découvrir un peu plus. Ça me tente pas mal pour voir un petit peu par rapport à GitLab où est-ce qu'en est arrivé GitHub notamment. Et là ils sortent quelque chose qui n'existe pas du côté GitLab, ou en tout cas, parce que bon, quand on creuse un petit peu dans l'article, c'est pas non plus démentiel ce qui est proposé, mais c'est le principe d'intégrer des éléments de Chaos, donc, en référence au Chaos Monkey, ou en tout cas la volonté de, quand on déploie des choses, d'intégrer des fails, des choses qui vont générer des problématiques à gérer, on va dire. Et là, donc, il y a, à base de système de cron, la possibilité d'intégrer ce genre de chaos sur des workflows spécifiques. Donc, je trouve ça assez sympa sur l'idée. Après, quand on regarde dans le détail, ça me paraît un peu moins intéressant. Il faudrait creuser la chose. Voilà, quoi. Mais je trouve ça bien parce qu'en fait, c'est quelque chose que GitLab n'avait pas.
pourtant GitLab, Dieu sait qu'ils sont ouverts sur pas mal de choses. Et de voir que GitHub est capable de... alors bien sûr qu'ils en sont capables, mais de sortir des choses que GitLab n'a pas encore sorties, c'est qu'il y a une volonté de pas forcément... forcément faire ce que fait GitLab. Et ça, je trouve ça bien parce que ça va rendre des choses un petit peu plus diversifiées. Donc ça, je trouve ça bien. Alors ensuite... un lien vers un PDF qui est assez sympa. Après, la qualité de la source, bon, je ne sais pas, StackRox, ce que ça représente exactement. With Commentary, 401. Je ne sais pas exactement le pool d'enquête dans le détail ce qui est représenté, mais en tout cas, il y a des chiffres assez intéressants sur l'état des conteneurs dans les sociétés. Alors, principalement auprès de sociétés qui sont qui travaillent avec des outils de la CNCF notamment. Donc les éléments en matière de sécurité par exemple, donc quelles sont les plus grosses problématiques par exemple, donc au niveau de Kubernetes par exemple, faut pas que je dise par exemple tout le temps non plus. Donc des problèmes de configuration ou des problèmes de sécurité, donc où est-ce que situent les questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? J'avais eu des choses super intéressantes. Alors ça, pas forcément. Le degré aussi de... Alors, est-ce que c'est celui-ci? Voilà. La stratégie par rapport aux conteneurs et à la sécurité des conteneurs. Et donc là, par exemple, on regarde par rapport à l'horizon, à quel horizon on est, quoi. Donc en 2018, 2019 et 2020, est-ce que les gens se considéraient plutôt en niveau basique, intermédiaire ou avancé? Donc voilà, vous voyez que ça évolue un petit peu. La configuration et les vulnérabilités. J'avais vu un truc super sympa. Donc quelle est l'étape la plus embêtante, en tout cas la plus problématique, c'est le runtime, bien sûr. What percentage containerized? Ok, donc le pourcentage d'applications conteneurisées. Après, bon, le problème, c'est qu'on ne connaît pas la stack exacte. J'avais vu quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur des conteneurs qui sont sur le cloud public, des conteneurs donc en fonction de 2018, 2019 et 2020, vous voyez que ça progresse au niveau des cloud providers. Leurs offres aussi ont pas mal évolué au niveau des conteneurs. Est-ce que c'est sur du cloud public seulement? Est-ce que c'est sur du multi-cloud? Vous voyez que le multi-cloud finalement, ça n'a pas évolué tant que ça. Est-ce que c'est du on-premise? Voilà. Alors bon, après voilà, quel est le conteneur ou la plateforme de conteneur la plus sollicitée? Donc AWS bien sûr ressort du lot au niveau des cloud providers. Et il y en a un autre qui est sympa. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Quel est l'orchestrateur de conteneurs que vous utilisez? Alors là, bon, c'est pareil, on ne connaît toujours pas la stack. EKS qui ressort au-dessus du lot. Donc ça, Kubernetes en management, self-management. ECS aussi qui est très bien placé. AKS, GKE. Docker Enterprise Edition. Red Hat, OpenShift. Vous voyez qu'OpenShift finalement n'arrive pas tant en tête que ça. On retrouve du Swarm pour 10%. Et Swarm qui est au-dessus de Rancher. Mais Rancher qui a une forte progression. Apache Aurora, etc. Donc c'est assez sympa. Voir Mesos, alors par contre ils sont enterrés complètement. Le challenge par rapport à Kubernetes, ok. L'importance dans les conteneurs, donc de la vulnérabilité, la visibilité, etc. Donc ça c'est assez sympa. Bon bref, je vous laisserai regarder tout ça. Il y a des petites choses sympas. Après l'inconvénient de ça, alors oui ça c'est super sympa aussi. Quelle est la technologie qui est considérée, donc qui a de l'importance et que vous utilisez? Et donc là, suivant le degré, donc j'en ai pas entendu parler, pas d'intérêt, en investigation, au stade pilote ou en production. Et vous voyez du coup, Istio par exemple, bon, ça gagne, ça prend un peu, mais voilà, c'est un petit peu de mal. Le mesh, Linkerd, pas trop. Envoy, pas beaucoup non plus. Conduit,
plus. Ça, c'est intéressant parce que effectivement, j'en ai déjà entendu parler, mais pas plus que ça, quoi. Function as a service, Knative, etc. Là, on retrouve alors une part très importante. Les functions as a service, il y en a plutôt pas mal. Bon, voilà. Il faudrait avoir de savoir un peu par rapport à quoi ça a été comparé. Ça pourrait être sympa. Ici, la taille des compagnies. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir. Ramener les chiffres qu'on a par rapport à la taille des compagnies, ça me semble assez indispensable. Bon, bref. On va continuer, parce que sinon on n'est pas quitte. Les chiffres de Kubernetes, là, donc un article qui est assez sympa sur de quelques chiffres de Kubernetes. 12 stats en 2020, je trouve ça plutôt bien. Alors après, c'est fait auprès des sociétés qui sont proches CNCF, qui utilisent CNCF, etc. Donc du coup, bon, c'est quand même très orienté quand même. Donc elles ont toutes au moins 250 conteneurs, quoi, en moyenne plus de 250 conteneurs en production. Donc vous voyez que ça perce effectivement pas mal. 78% estiment que Kubernetes n'est pas la seule option pour l'orchestration de conteneurs. Le nombre de commits dans Kubernetes, donc 91 680 commits. Donc 80% ont adopté du cloud public, 69% estiment que donc ils ont Kubernetes a la croissance à faire, les améliorations à faire par rapport au niveau de la sécurité de la plateforme. Nombre de Kubernetes, donc 133 le nombre de Kubernetes opérateurs. Vous voyez des chiffres qui sont cool, quoi, en tout cas pour replacer 2-3 trucs. 149 fournisseurs de certification Kubernetes. Bon, perso, je suis pas très fan des certifications Kubernetes et tout. Si les gens pratiquent pas, ça va pas aider grand chose. Parce qu'il y a quand même beaucoup à avoir en termes de pratique, tout ce qui est en matière d'infra, globalement, les certifications, tant qu'on ne pratique pas forcément, ça veut rien dire. Alors, ensuite, un autre article qui est très très sympa, celui de Cloudflare. Donc celui-ci, How We Use HashiCorp Nomad. Donc effectivement, du coup, Cloudflare utilise Nomad et pas Kubernetes. Donc ça, c'est assez sympa de voir que une grosse boîte comme Cloudflare utilise Nomad et ils expliquent pourquoi, les pour, les contre, etc. Donc je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Après, par contre, ils mettent bien en évidence donc, que tout ça, c'est dans Consul. Ça implique c'est pas non plus très simple. Hein. On va dire Nomad, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses assez sympas. Quoi d'autre encore? Eh bien, cette partie-ci, donc Prometheus version 2.19, qui est donc on a des features qui sont annoncées et des évolutions avec des bug fixes, des petites choses, des petites améliorations. Donc c'est assez sympa et ils ont travaillé aussi sur l'utilisation de la mémoire et réduire l'empreinte mémoire pour faire en sorte que les redémarrages se fassent plus rapidement. Donc ça c'est assez sympa. Un autre article qui est très cool, c'est celui-ci, Speeding Up a Git Monorepo at Dropbox. Ça c'est assez cool parce qu'en fait donc il y a une espèce de mode de monorepo pour les sociétés, donc Dropbox en fait partie, et ils expliquent les enjeux et ils expliquent notamment 2-3 petits tricks pour gagner en performance. Là, quand le repo est gros, il y a tout l'aspect indexation des documents dedans qui est important, et ils utilisent une option qui s'appelle --split index qui semble assez sympa, qui permet de splitter du coup l'index des documents et du coup a priori de gagner en vitesse. Donc ça peut être bien à tester pour les gens qui ont des dépôts un peu volumineux. Ensuite, un autre article qui est sympa. Hop. Alors si on arrive dessus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça arrive. Je vais charger l'autre article pendant que j'y suis. Voilà. Hop, celui-ci on va se le mettre sous le coude, voilà. Donc celui-ci est très intéressant. Container Technologies at Coinbase. Là c'est extrêmement intéressant, ça reprend l'aspect container, donc l'historique, machin, enfin bon ça j'ai déjà eu l'occasion de le faire et c'est assez sympa déjà de relire tout ça.
et d'avoir des points de vue par rapport à ça. Et là, ce qui est très intéressant dans cet article-là, c'est le point de vue par rapport à Kubernetes. Parce qu'il y a plein de gens qui, on entend Kubernetes, c'est génial, il n'y a pas mieux, c'est le truc le plus cool du monde. Sauf que bon, les gens qui l'ont pratiqué un petit peu et qui ne font pas que ça, ont une appréciation qui peut être un petit peu différente. Et là, on retrouve les éléments qui sont différents. Parce que voilà, Kubernetes, c'est un métier. Après, le problème dans les sociétés, est-ce qu'on veut vraiment embaucher une personne à faire que ça à plein temps ou des équipes à faire que ça à plein temps? Je ne sais pas. Ça dépend des cas. Donc voilà, exactement. C'est ça qui est important de se dire, c'est ça dépend du cas, de l'environnement dans lequel on est, etc. Et là, ils reprennent pas mal de petits éléments qui viennent un petit peu contrebalancer tout ce qu'on a. En tout cas, une approche plus de réflexion par rapport à Kubernetes. Pour qui, pourquoi, oui, non. Voilà, quels sont les intérêts, etc. Il rappelle que Kubernetes a fait l'objet de plusieurs failles de vulnérabilité. En termes de management et de maintenance de Kubernetes, il liste notamment cette page-ci qui indique voilà, que même Google rencontre des difficultés avec Kubernetes, hein, donc c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc les gens qui estiment que Kubernetes ça se fait un peu les doigts dans le nez, faut pas trop y croire. Voilà. Après ça reste un super outil. Cet article-ci ensuite, donc a priori Docker va permettre, en tout cas il semblerait qu'il y aurait une possibilité de virtualiser macOS dans Docker. Alors là, ça va être quelque chose, parce que je trouve ça super intéressant, super marrant. J'ai pas testé, j'ai pas regardé ce qu'il y a en tout cas, mais ça pourrait être assez rigolo. Je pense que ça va être quand même très bridé, très restreint, à mon avis. Voilà. Ensuite, on a cet article-là, qui est un autre article un petit peu de... Là, c'est assez à la pointe, c'est les transactions, le fonctionnement des transactions dans Postgres. Donc, je connaissais le MVCC. Et là, c'est à partir d'exemples et très détaillé. Donc, sur les transactions, les sub-transactions, le fonctionnement avec les commits, les multitransactions, etc. C'est extrêmement sympa. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est un très bel article, je trouve. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Ouais, on a fait le tour pour aujourd'hui, donc c'est cool. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller cliquer sur vous abonner. Si vous souhaitez disposer de toutes les vidéos sans limitation, cliquez sur rejoindre. Vous contribuerez à la chaîne par ailleurs, parce que voilà, ça me permet de m'acheter pas mal de docs et de choses qui vont permettre derrière de générer d'autres vidéos. Donc voilà, c'est un peu l'effet boule de neige. Voilà, donc actuellement je travaille pas mal sur ELK, sur Prometheus Grafana, AWS, Cassandra, donc c'est les sujets du moment. Et puis après on passera bientôt, dès qu'on aura un peu plus encore avancé sur AWS, à Terraform. Et puis il y aura encore d'autres sujets à venir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à commenter surtout pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, des articles à partager, faites-le. Puis on verra si c'est intéressant. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.